Vous êtes de retour à la Force de l'info sur CFLX 95.5, la radio communautaire de l'Estrie. Et nous avons la très grande chance d'avoir Mme Evelyne Baudin, conseillère municipale et chef de l'opposition, conseil municipal de la ville de Sherbrooke. Mme Baudin, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous donner cette entrevue. On a beaucoup de sujets à couvrir, donc je vais rentrer directement dans le feu de l'action. Pour les auditeurs et auditrices qui ne connaîtraient pas votre parcours, vous êtes détentrice d'un baccalauréat en économie et politique de l'Université Laval. Et vous avez fait une maîtrise recherche sur l'impact des gouvernements sur la qualité de vie des citoyens. Donc, un sujet assez intéressant pour une personne qui est en politique. Vous avez aussi cofondé le mouvement Sherbrooke Démocratie et cofondé le parti Sherbrooke Citoyen, qui tous deux réclament davantage de transparence et de démocratie dans les administrations municipales. Donc, ma question, est-ce qu'il y a des enjeux particuliers qui vous ont amené à concentrer vos actions politiques vers davantage de valeurs démocratiques? Je pense que c'est la force des choses. Moi, je suis tout simplement allée assister aux séances du conseil municipal. Puis, au fil du temps, j'ai eu des questionnements, j'ai eu des constats que j'ai faits. Puis, j'ai dit, ça, il faudrait que ça soit amélioré, me semble, ça aussi. Puis, plus ça avançait, puis plus mes constats se confirmaient puis se renforçaient. Jusqu'au point, en fait, je dirais, ça a été beaucoup aussi l'ancien maire Bernard Sévigny, quand il a voulu aller vers une réforme, ce qu'il appelait une réforme de la gouvernance, mais qu'en fait, c'était juste de couper les élus. C'était une mesure populiste, en fait, pour essayer de gagner la faveur des gens sur le dos des élus. En tout cas, c'est comme ça que je le voyais. Puis aussi, d'aller toucher les arrondissements qui sont un service de proximité. Ça m'a vraiment comme causé beaucoup de colère, je dirais, puis la façon dont ça s'est fait aussi. Tu sais, si ça avait été quelque chose qui était vraiment réclamé par les gens, puis tout ça, puis que ça avait passé à travers tout un processus de participation, et j'aurais pas eu la même réaction, mais je dirais que la campagne de 2013, où je m'étais présentée comme indépendante, puis j'étais vraiment comme à mes débuts, puis je l'avais faite pour le plaisir, quasiment. Je m'étais dit, je vais essayer ça, faire une campagne électorale, ça va me faire une expérience. Puis j'avais un intérêt aussi. Puis là, après la campagne, quand il est arrivé avec ça, là, il voulait passer ça... Tu sais, c'est l'équivalent à une autre échelle de modifier la Constitution canadienne. Tu sais, c'est comme si tu modifiais la Constitution de la ville de Sherbrooke, mais sans passer par un vrai processus. Fait que ça m'a vraiment causé beaucoup de frustration, et dans la population aussi. Puis là, il y a eu plein de monde qui se sont levés, puis ça a donné finalement naissance au mouvement Sherbrooke Démocratie. Fait que pour moi, il y en a que leur vie en politique s'arrête après une campagne électorale. Mais pour moi, ça a vraiment commencé après la campagne électorale, je dirais. Là, c'est là que j'avais été comme pleine d'énergie. J'étais contente de mon résultat qui était complètement inattendu. J'avais failli gagner, puis je veux dire, je m'étais juste dit, je vais faire toutes mes portes, puis on verra. Fait que là, j'étais après la campagne. Il y a Bernard Sévigny qui fait ça. Là, on est là, non, on peut pas laisser faire ça. On va se mobiliser. On a fait un groupe Facebook. Il y a eu plein d'engouement. On est allé au conseil municipal. On avait beaucoup, beaucoup d'attention médiatique aussi. Et là, ça a vraiment été comme, je dirais, le vrai début là, de mon implication politique au municipal. Là, ça a été... c'est ça, là, de façon militante, là, ça a été après la campagne de 2013. Est-ce que, justement, au municipal, il y a plus d'enjeux de transparence ou des enjeux démocratiques que dans d'autres pays de gouvernement? Je crois que oui, parce qu'on tolère des choses au municipal qu'on ne tolérerait jamais au niveau provincial et fédéral, à mon sens. D'ailleurs, c'est pas pour rien que la commission Charbonneau s'est beaucoup attaquée au niveau municipal. On a eu il y a eu plein de constats de corruption, etc. Parce que je dirais que ça a changé un peu, mais c'était pas un niveau qui était beaucoup suivi par la population puis par les médias. Fait que quand c'est moins surveillé, il y a plus de risques de dérapage. Puis c'est un peu ce qui s'est passé. Puis le municipal aussi, c'est très particulier parce qu'il y a plus de 1000 municipalités au Québec. Fait que c'est vraiment là, c'est totalement différent dans chacune des villes. Il y en a qui ont moins de 100 000 habitants, il y en a qui ont plus de 100 000. Fait que il y a des réalités complètement différentes. Et puis c'est ça, dans le fond, je pense que les gens ne surveillaient pas ça beaucoup, puis ça a donné lieu à certaines dérives. Et encore aujourd'hui, il y a des disparités incroyables sur... là, nous, vu qu'on est... c'est nouveau, là, qu'il y a une opposition à Sherbrooke, puis là, Sherbrooke Citoyen, on est l'opposition. On est en contact avec les autres oppositions au Québec. Puis là, on se compare, puis on réalise à quel point, là, c'est vraiment...
inégal. Il y a des choses qui se passent ailleurs que jamais ça se passerait ici. Il y a des villes qui ont le droit d'avoir un colistier, il y en a d'autres qui en ont pas. Fait que ça, avoir un colistier, c'est avoir quelqu'un... dans le fond, si jamais t'es pas élu à la mairie, tu peux quand même occuper un poste de conseiller s'il y a quelqu'un d'autre dans ton parti qui est élu. Fait que ça, c'est plein de petites choses que le gouvernement, en fait, du Québec, qui est responsable de toutes les municipalités, joue pas 100% son rôle je dirais, de contrôle ou d'uniformisation parce qu'ils veulent pas donner l'impression qu'ils font de l'ingérence. C'est correct, mais là, ça donne un peu le free-for-all, puis ça donne lieu à des choses qui devraient jamais être acceptées, selon moi, là, tu sais, comme... on verrait pas ça, un projet de loi au niveau du gouvernement du Québec qui serait débattu complètement en privé, puis qu'après ça, là, les élus sortent puis disent « Ah, ben voilà, on a débattu pendant 2 mois, voici ce que ça donne. » Jamais ce serait accepté. Au niveau municipal, et c'est la même chose dans plusieurs villes, tout se fait en secret, en privé, puis après ça, on joue la pièce de théâtre du conseil municipal où est-ce qu'on fait appuyer, proposer, appuyer, puis voilà, puis... Fait que c'est ça. Je pense que c'est... Mais je pense que c'est en changement. On essaye d'éveiller les esprits à ça, puis de dire au monde, tu sais, peut-être qu'on est habitué à ça, mais c'est pas parce qu'on est habitué à ça que c'est normal. Puis c'est pas parce que c'est tout le temps comme ça que ça s'est passé que c'est correct. Fait que là, les gens, de plus en plus, le réclament. D'ailleurs, les médias commencent à questionner de plus en plus les élus sur la façon dont se passe la politique. Puis je dirais que c'est ça la démocratie, en fait, c'est de se questionner sur la façon dont on fait les choses, puis c'est vraiment ce qui m'anime le plus. Parce que pour moi, les résultats, c'est une chose, mais l'important, c'est le processus. Puis quand on a un bon processus, ça donne des bons résultats. Vous avez parlé de l'administration Sévigny qui avait des problématiques en termes de transparence. Est-ce que vous jugez qu'avec l'administration Lucier, c'est mieux, c'est à peu près semblable? Est-ce qu'au contraire, des problématiques qui sont développées? Il y a une chose qui est mieux, c'est que, puis faut par transparence, quand même dire que c'est le mouvement Sherbrooke Démocratie qui s'est battu pendant 4 ans pour que les séances du conseil soient diffusées intégralement. Ça a finalement été fait en début de mandat. Donc, aujourd'hui, il y a plus de transparence grâce à ça. Vraiment, c'est un acquis incroyable, là, côté démocratie, de pouvoir aller retourner voir qu'est-ce qui s'était dit, comment ça s'était passé, puis c'est quoi qu'il y avait... C'était quoi le sujet déjà? Puis, tu sais... Vraiment, là, ça, c'est un gros acquis. Mais ça s'arrête pas mal là, je dirais. Malheureusement, il y a encore énormément de chemin à faire côté transparence. Il y a des gens qui reprochent justement à l'administration Lucier de faire de fausses consultations ou de mal préparer les citoyens qui participent à des consultations en remettant des documents trop en retard. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que, j'imagine, vous entendez dans votre arrondissement? Le problème, c'est que pour être transparent, pour être démocratique, il faut avoir une véritable volonté de l'être. Faut pas... À la ville de Sherbrooke, depuis malheureusement trop longtemps, on consulte pour dire qu'on a consulté. On fait... Tout est basé sur le paraître. Alors que, je veux dire... Moi, je l'ai dit sur plusieurs tribunes, la seule consultation municipale à laquelle j'ai participé puis que j'ai vraiment senti que c'était une bonne consultation, c'était le bureau d'audience publique en environnement. Fait que ça, c'était des commissaires indépendants qui pouvaient exiger des choses de la ville de Sherbrooke. Vous allez fournir tel document, vous allez répondre à telle question. Vous n'avez pas répondu à la question, fait que je vais vous demander de répéter. Puis ça, c'était vraiment une expérience extraordinaire. Puis je regarde en même temps ce qui se fait ailleurs, puis je trouve que c'est beaucoup ce qui manque, là. On regarde à Montréal, je reçois régulièrement des courriels, parce que je me suis abonnée à l'infolette du bureau de consultation publique, l'Office de consultation publique de la Ville de Montréal. C'est extraordinaire, là. Tu sais, c'est ça qu'on veut. On veut, puis chez Sherbrooke Citoyen, c'est ça qu'on a proposé, d'avoir un bureau ou un secrétariat, peu importe, une instance de consultation publique. Parce que chaque enjeu a besoin d'un processus de consultation un peu différent. Des fois, ça peut être un sondage en ligne
Des fois, ça peut être... des fois, ça mérite vraiment, tu sais, mettons, quelque chose d'aussi majeur que la revitalisation du centre-ville. Ça demande quelque chose de beaucoup plus large avec avec la table de concertation du centre-ville, puis avec aussi que toute la population se sente incluse, puis ça prend énormément de temps. Puis, fait il faudrait avoir une instance indépendante parce que là, c'est automatique que le maire puis l'administration, tout dépendamment s'ils sont favorables ou défavorables à un projet, ils vont choisir le type de consultation en fonction de leur position politique et personnelle sur l'enjeu. Ça devrait pas être comme ça. Ça devrait être géré pas mal plus professionnellement. Donc, on sent qu'au niveau des citoyens, peut-être qu'il y a de l'amélioration à faire pour que les citoyens se sentent écoutés, mais il y a certaines personnes même qui vont aller jusqu'à dire que les élus eux-mêmes ont plus ou moins d'impact sur les politiques réelles qui seront adoptées. Donc, si on n'est pas élu maire, ben, ça devient difficile d'avoir un impact réel. Qu'est-ce que vous pensez de ce relativisme-là politique qui, au final, dit que peu importe qui est élu, il n'y aura pas nécessairement d'impact qui sera mis de l'avant? Est-ce que vous sentez qu'un élu peut avoir un impact réel sur le rendu réel d'un gouvernement? Il y a beaucoup de choses dans cette question-là. Oui, un élu a un impact, vraiment, là. Puis je me trouve privilégiée. Le simple fait que maintenant, quand j'écris quelque chose sur Facebook, il y a plus de monde qui le lise, ça augmente quand même notre influence, là. Fait que je trouve ça extraordinaire. Tu sais, je parlais avec des gens dans les autres paliers de gouvernement, au municipal. C'est plus petit. Je veux dire, je connais les journalistes, je connais les radios. Je connais quand on parle d'un enjeu qui se passe à Florimont. Là, c'est pas comme quelque chose qui se passe dans le fond de la Gaspésie. Là, c'est à côté, puis je connais le coin. Fait que vraiment, le municipal, c'est extraordinaire pour ça, je trouve. Il y a de quoi influencer, il y a de quoi faire. Puis moi, je crois énormément au fait de commencer par agir sur notre milieu immédiat pour pouvoir avoir une véritable influence. Tantôt, on parlera peut-être d'environnement, mais pour moi, là, c'est profond, là, ça. Là. Fait que oui, on a un impact comme élu, puis s'il y a des gens à l'écoute qui pensent se présenter, que ce soit à Sherbrooke ou ailleurs, ou s'impliquer dans leur quartier, l'impact est énorme. Là. Moi, je trouve ça extraordinaire. J'adore ça. Après ça, est-ce que les élus ont un véritable mot à dire sur comment ça se passe à la ville de Sherbrooke? Ça dépend. Il y a encore de l'amélioration à avoir. Effectivement, quand on parle de consultation citoyenne, la première chose, c'est est-ce qu'on peut d'abord commencer par avoir un processus qui a du sens pour les élus, là. Je vais faire un lien avec Valoris. La vérificatrice générale disait qu'il y avait une culture de l'urgence et de la dernière minute, puis que ça faisait que les élus, dans le fond, les membres du CA, qui est l'équivalent des élus, avaient pas tout ce qu'il fallait pour prendre des bonnes décisions. Fait que moi, je ressens ça souvent là, au conseil municipal, là, qu'on se fait pousser, puis qu'on se fait, tu sais, qu'on crée une situation d'urgence, parce que l'urgence, des fois, ça arrive, là, à Lac-Mégantic, quand il y a un train qui explose, ça, c'est une situation d'urgence, là. Mais quand tu attends jusqu'au moment où est-ce que tu n'as plus le choix pour prendre une décision volontairement pour que les gens aillent dans une direction particulière que tu veux qu'ils prennent, ben là, ça, c'est de créer une culture de l'urgence et de la dernière minute pour parvenir à tes fins, là. Fait que malheureusement, ça arrive. Puis vous m'avez sûrement déjà entendu dire au conseil municipal, puis je vais sûrement continuer à le dire malheureusement, même les élus, on n'a pas cette information-là. Comment est-ce que vous voulez que les citoyens, blablabla, parce que c'est ça. Fait que, tu sais, des fois, il y a de l'information que les élus, on a, puis que les citoyens n'ont pas, mais très souvent, puis ça, les gens ont de la misère à le croire, puis à le concevoir parce que c'est quand même incroyable, très souvent, on n'a pas d'information. Je pourrais vous donner, je sais pas combien d'exemples, là. Il y a un développement immobilier qui se fait dans mon secteur en ce moment. Je suis pas vraiment au courant. Des fois, c'est les citoyens qui m'informent, là. Ça arrive souvent, là. Puis à chaque fois, je suis obligée d'aller vers les fonctionnaires et leur dire comment ça, c'est les citoyens qui me tiennent au courant de ça. Pourquoi est-ce que vous le faites pas? Fait que voilà, c'est sûr qu'il y a de l'amélioration à apporter. Il y aurait une espèce de culture, dans le fond, de peut-être isoler le conseil municipal ou certains élus de qu'est-ce qui se fait réellement pour concentrer les pouvoirs autour de la mairie? Peut-être que ça. Je dirais que
il y a différentes sortes d'élus dans la vie. Puis je pense que chez Sherbrooke Citoyen, on dérange parce qu'on remet en question les façons de faire et qu'il y a plein de choses que personne ne questionnait avant puis que nous, on questionne. Avant, là, pendant des années, pour vrai, là, vous regarderez, si vous êtes... Ben, en tout cas, c'était pas nécessairement tout télédiffusé entièrement, là, mais juste là, il y a 5 ou 10 ans, là, c'était 10 fois pire que c'est aujourd'hui. Le conseil municipal, pas pour rien qu'il dure plus longtemps, là, c'est parce qu'il y a plus de questions puis qu'on réclame plus d'explications, mais je veux dire, il y avait des élus qui recevaient leurs documents, là, une pile, parce que c'était papier. Ils recevaient une pile, mettons, de, je sais pas moi, 1000 pages. Ils l'ouvraient à la séance du conseil. Puis ils passaient les documents un par un, puis c'était appuyé, proposé, appuyé. Puis il n'y avait aucun autre commentaire que ça pendant la séance. Fait que... Il y a les élus qui pensent que leur rôle, c'est d'être présents aux séances du conseil, d'approuver ce qui leur est présenté, puis de poser une question une fois de temps en temps ou réclamer, je sais pas moi, des nouvelles rues, puis je sais pas, là, des nouvelles lumières. Puis il y en a d'autres que, tu sais, qu'il y a le travail, oui, de préparation à la séance, où est-ce qu'on veut tout comprendre. Puis après ça, bien, il y a le travail entre les séances, où est-ce que tu vas aller plus loin, que tu vas essayer de faire, tu sais, plus de recherche au niveau de comparer justement avec d'autres villes. Fait que je pense que ce qu'on fait chez Sherbrooke Citoyen, c'est qu'on redéfinit le rôle d'élu, en réalité. Fait que c'est un de nos objectifs, en fait. Fait que c'est sûr que ça donne lieu à des confrontations de vision. Vous avez parlé précédemment là, de l'environnement, qui est un sujet justement assez important pour les citoyens. En plus d'être la présidente du comité de développement social et communautaire, vous êtes aussi administratrice de la STS, donc de la Société de transport de Sherbrooke. Considérant que dans une optique de réduction des émissions de GES, les transports en commun deviendront rapidement centrales comme moyen de déplacement et que, je prends comme exemple là, les étudiants, comme plusieurs, semblent abandonner la STS au profit de l'auto solo. On a des statistiques où, il y a une dizaine d'années, c'était 50% des étudiants qui servaient de la STS et aujourd'hui, là, c'est à peine 25%. Est-ce que vous sentez que la ville de Sherbrooke en fait assez pour mettre de l'avant le transport en commun? On s'entend qu'on est dans une crise, là, l'urgence climatique. Puis l'enjeu, là, pour moi, un des enjeux les plus importants du 21e siècle, c'est le transport, tout court. C'est transport. Et ça inclut transport en commun, ça inclut les pistes cyclables, ça inclut marcher, puis ça inclut aussi l'automobile solo, puis peut-être éventuellement, je sais pas, là, les autos autonomes, c'est ça qu'on dit? Fait que, tu sais, c'est vraiment, vraiment un enjeu complexe. Le municipal a beaucoup de pouvoir. Il ne peut pas non plus, par contre, agir seul parce que c'est très coûteux, c'est des infrastructures très lourdes. Fait qu'il faut que le fédéral puis le provincial se mettent aussi de la partie. Est-ce que, en tant qu'administratrice de la STS, étonnamment, j'ai pas vraiment l'impression d'avoir un gros impact sur notre réseau de transport en commun. C'est un conseil d'administration qui est très opérationnel. On a des employés à gérer. Il y a une convention collective qui n'est pas encore signée là, avec les chauffeurs de la STS. Il y a des achats de véhicules. On achète des véhicules électriques, mais c'est pour dans 5 ans, là, tu sais. Fait que puis après ça, ben ajouter une nouvelle ligne, c'est pas si simple. Fait que puis après ça, la nouvelle ligne, on l'a fait passer où? Comment est-ce qu'on peut avoir des données plus factuelles, plus précises sur les déplacements? Puis en plus, ça change les déplacements. Moindrement, il y a un commerce qui ouvre ou qui ferme. Ça vient influencer les déplacements. Fait que c'est vraiment un enjeu complexe. Oui, on devrait en faire beaucoup plus. Puis malheureusement, j'ai souvent l'impression de prêcher dans le désert. Entre autres par rapport au stationnement. Parce que les stationnements, on peut pas juste à la fois d'un côté de la bouche militer pour le transport en commun, puis de l'autre côté de la bouche dépenser des millions en argent public dans des stationnements pour auto individuels. Parce qu'on fait c'est un changement complet de mode de vie, là. Je veux dire, le transport, c'est à tous les jours qu'on se déplace, là, ou à peu près. Fait que
c'est un enjeu extrêmement complexe. Malheureusement, je pense pas que faut pas que ce soit juste la STS qui s'en occupe. Je pense que le Centre de mobilité durable devrait être un peu plus... on devrait mettre plus d'énergie là, on devrait mettre plus de ressources au niveau du Centre de mobilité durable parce que, oui, il y a le transport en commun, mais on parle aussi de pistes cyclables, puis de transport à pied. Puis il faut parler aussi du stationnement, là. Il y a moyen peut-être d'avoir un stationnement qui serait écologique ou plus écologique que ce qu'on a, plutôt que de juste perpétuer le mode de vie actuel qu'on a. Fait que c'est ça, c'est un enjeu ultra complexe, puis je pense qu'il manque énormément de vision à l'hôtel de ville à ce niveau-là. Justement, en parlant de stationnement, qui est un sujet assez récurrent quand on parle du centre-ville, on sait que l'augmentation du nombre de stationnements éloigne souvent les commerces les uns des autres, donc rend la marche à pied moins accessible. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une préoccupation à la ville de Sherbrooke? Est-ce qu'il y a une transition qui s'est faite dans les priorités? Parce qu'on sait que pour la plupart des villes là, de taille semblable, souvent on met du stationnement pour plaire un peu à la base électorale. Est-ce que Sherbrooke est dans cette mouvance-là ou est-ce qu'on sent une volonté environnementale de réduire les stationnements ou de stimuler le transport actif, comme vous en parlez? Je sens pas qu'on est dans un changement de mentalité au niveau du stationnement. J'aimerais ça dire le contraire, mais mon Dieu... non, on est vraiment... on essaye, là, mais mon Dieu que c'est un enjeu sensible. Tu sais, vous avez peut-être entendu parler de l'ajout d'une piste cyclable sur la rue Conseil. Puis la rue Conseil, mais il y a beaucoup de commerces. Fait que il a fallu aller voir avec les commerces, mais des fois, j'ai l'impression que, tu sais, on pourra jamais plaire à tout le monde. Il faut juste accepter qu'on plaira pas à tout le monde. Je veux dire, quand on augmente les taxes, là, on le sait qu'on plaît pas au monde, mais des fois, on n'a pas le choix de le faire pour pouvoir fournir suffisamment de services. Fait que c'est un enjeu vraiment délicat, là, le stationnement. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui a rapport avec ça, ça devient ultra complexe. Puis, je veux dire, nous, chez Sherbrooke Citoyen, on se fait traiter comme d'extrémistes de vouloir limiter le stationnement sur la rue Wellington, là, alors que c'est certainement l'endroit où tu pourrais, en théorie, vivre le mieux à pied, là, de toute Sherbrooke, là, c'est sur la rue Wellington. Fait qu'en théorie, tu n'aurais pas besoin de tant de stationnement que ça. Puis si tu améliores ton réseau de transport en commun, ben, tu n'auras pas besoin d'autant de stationnement. Puis si tu mets des autos partagées ou des vélos électriques, là, on essaye de tout faire, en fait. On veut mettre des vélos électriques en libre-service, mais en même temps, on veut avoir un giga stationnement 3 fois trop gros puis 3 fois trop cher en même temps. Fait que il y a ça aussi, tu sais. Puis on parlait d'environnement, là. S'il y a bien un enjeu pour lequel l'environnement puis la bonne gestion des finances publiques s'accorde, là, c'est de limiter les stationnements. Je veux dire, c'est quoi, 30 000 $ la case que ça nous coûte? Tu sauves 3 cases, tu sauves 100 000 $. Je sais pas ce que vous feriez avec 100 000 $, mais moi, j'en ai des idées de quoi faire avec 3 cases de stationnement qu'on épargne. Là. Il y a probablement beaucoup de gens dans le communautaire aussi qui ont des idées de quoi faire avec 100 000 $ de plus de la ville de Sherbrooke. Mais on va rester dans l'environnement. Vous avez souligné l'importance de ne pas rester les bras croisés face aux enjeux environnementaux durant la séance du Conseil là, en mars dernier. Qu'est-ce qu'une municipalité peut faire pour être plus éco-responsable? Parce qu'on dirait qu'on met beaucoup ça dans la cour du fédéral, du provincial. Ouais. Au municipal, c'est difficile de voir là, ce qu'on peut faire. Oh mon Dieu, tellement de choses. Bon, le transport, tu sais, moi je dis qu'il faut le faire avec le fédéral puis le provincial, mais nous aussi, là, il faut qu'on le fasse. Là. Fait que premièrement, le transport, c'est un endroit où on a un impact incroyable dans la manière qu'on design nos villes aussi. Tu sais, je veux dire, aller construire en périphérie, aller construire... Puis, tu sais, des maisons unifamiliales, il faut être conscient du fait que construire des maisons unifamiliales, c'est pas bon pour l'environnement, là, qu'on est rendu à une époque où est-ce qu'il faut aller plus, il faut essayer d'aller plus vers des petites superficies. Fait que la manière dont on construit nos villes, ça, c'est les villes là, qui ont un pouvoir immense là-dessus. Puis ça, là, mon Dieu, que ça va pas bien non plus de ce côté-là. Il faut construire autour du transport. Il faut réfléchir au transport quand on développe un nouveau quartier. Il ne faut pas développer le quartier puis après ça se dire, bon, comment on va faire maintenant pour faire qu'il y ait un autobus qui se rende là-bas? À quelle ligne on va faire un détour de 20 minutes? T'sais? Ça, c'est pas la manière dont il faut faire. Fait que, bon, je lâche le transport un peu. L'autre chose immense sur laquelle on a du pouvoir, c'est la protection des milieux naturels. Et ça va avec l'urbanisme, le design d'une ville. On devrait plus, en 2019, détruire des milieux humides, détruire des belles forêts,
je veux dire, on n'est plus là. Trouvons une autre solution. Il existe d'autres solutions. Là. Fait que ça, je veux dire, vous avez tous, les gens qui ont vécu à Sherbrooke, là, vous avez tous connu un boisé quelque part que vous avez perdu ou un milieu naturel qui a été menacé. Fait que ça, là, c'est quelque chose pour lequel les villes ont un immense pouvoir. Puis c'est vraiment plate parce que souvent, les citoyens, ils sont mis au courant une fois que la pelle mécanique est rendue sur le terrain. T'sais. C'est là qu'ils font comme « Ah, qu'est-ce que vous faites? Ah, ben on détruit votre boisé pour construire des jumelés. » Puis là, ben le monde font comme « Ben, c'est parce que je suis pas d'accord. Ouais, mais c'est parce que ça fait 4 ans que ça a été décidé. » Puis... Fait que, puis bon, on a parlé des ventes de terrain de la municipalité. La ville de Sherbrooke possède certains terrains, devrait en posséder beaucoup plus, à mon avis, pour avoir un plus grand contrôle de son territoire. Mais, je veux dire, brader des terrains à bas prix pour, finalement, des projets qui n'ont aucune valeur écologique, ça, c'est pas une bonne idée, là, non plus. Là. Puis après ça, ben il y a les matières résiduelles. Ouais. Ça aussi, c'est dans l'accord des municipalités. Fait que, tu sais, juste là, le transport, préservation des milieux naturels, matières résiduelles, là, juste ça, là, ça nous donne quand même pas mal un beau terrain de jeu en environnement. Tu sais, on parle de Valoris, à quel point ça a été un désastre, puis que les élus ont pris des mauvaises décisions, puis que les employés qui étaient là cachaient de l'information, puis géraient mal, etc., etc. Mais Valoris, là, le concept même, c'est on va trier vos poubelles. Je veux dire, est-ce que c'est vraiment vers ça qu'on veut aller dans le futur, trier les poubelles du monde? Ou bien est-ce qu'on veut essayer d'aller plus vers un tri à la source? Puis le problème des matières résiduelles, là, puis il y en a dans plusieurs autres domaines aussi, c'est le lobbyisme. Mm-hmm. Il y a du privé là, dans les matières résiduelles, puis il y a des gros sous, là. Puis il y a gros du monde qui ont intérêt à nous faire prendre des mauvaises décisions collectives, là. Fait que c'est vraiment quelque chose de délicat, puis si on veut arriver à quelque chose un jour, je pense qu'il va falloir qu'on se tienne debout, là. Puis le problème en environnement, c'est que ce sera pas facile, tu sais. On peut pas juste faire comme si de rien n'était, continuer pareil comme tout ce qu'on faisait avant, puis juste espérer que ce soit mieux pour l'environnement. Oui, le tri à la source, c'est un effort supplémentaire. Mettons on introduit, je sais pas moi, une limite de levée de poubelles par année par porte. OK, oui, c'est plate parce que là, ben, il faut que tu fasses attention à ce que tu mets dans ton bac, puis il faut que tu tries mieux, puis etc. Fait que si ça te coûte plus cher, ça va te faire mal, tu sais, t'aimes pas ça, payer plus cher, il y a personne qui aime ça, payer plus cher. Puis si on décide, je sais pas moi, de taxer plus pour préserver plus de milieux, créer un parc, financer plus le centre de tri, tout ça, ça va coûter... Ça fait mal, tu sais, c'est les personnes qui aiment ça. Fait que, bref, il y aura rien qu'on va pouvoir faire en environnement, puis que ça va être facile. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut honnêtement dire au monde, là. Oui, ça va être difficile, mais c'est nécessaire. Il faut qu'on fasse cet effort-là pour nous-mêmes, pour les générations futures. Hey, cet été, là, combien de fois la plage Blanchard a été fermée? Combien de fois que, je veux dire, la qualité de l'eau, là, quand vous regardez, quand vous marchez là, au Lac des Nations, là, avez-vous le goût d'aller vous baigner dans cette eau-là? Mais on peut pas juste se fermer les yeux puis se boucher les oreilles puis se dire comme « Ah, ça va se régler tout seul. » là. Ça demande des efforts qui demandent un coût financier, qui demandent des changements de nos modes de vie, qui demandent peut-être de revégétaliser nos bandes riveraines. Puis c'est pas facile, mais c'est ça qu'il faut faire quand même. Puis certains répondraient peut-être face à ces problématiques-là qu'on agit déjà au niveau de la ville de Sherbrooke. D'ailleurs, dans le budget 2019, on prévoyait 1,7 million pour l'environnement, entre autres pour créer une unité municipale consacrée à l'environnement. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'on va dans la bonne direction? Ou est-ce que cette unité-là, on sent qu'elle va faire la différence dans Sherbrooke? Il existe déjà du monde à la ville de Sherbrooke qui travaille en environnement. Là, pour vrai, cette histoire-là, c'est de changer des fonctionnaires de direction. Là. Avant, ils étaient dans le service de la planification urbaine. Là, on veut qu'ils soient indépendants en environnement. Finalement, on veut revenir comme c'était
il n'y a pas si longtemps, là, il y a quelques années, c'était comme ça. Là, l'environnement, c'était une division à part. Est-ce que c'est une bonne chose? Oui. Est-ce qu'on s'en va dans la bonne direction? Je pense que oui. Est-ce qu'on y va assez vite? Ça, c'est moi qui pose cette question-là. Tu sais, on pourrait peut-être marcher un petit peu plus vite. Puis ça demande plus de volonté. Et puis, la vérité, c'est cette direction-là en environnement qu'on crée, là, l'unité, je ne sais plus trop comment ils l'appellent, mais l'unité en environnement. Est-ce qu'ils vont avoir le pouvoir d'aller voir d'autres fonctionnaires puis leur dire « ça passe pas ton projet ». Non, ton projet là, que tu travailles dessus là, depuis 5 ans, il n'est pas écologique, il ne suit pas les règles environnementales, fait que retourne travailler. Est-ce qu'ils vont avoir cette influence-là? Puis s'ils l'ont pas, ben ça va avoir donné quoi? Fait que ce qu'il va falloir qu'on s'assure, c'est vraiment que ça puisse, qu'ils puissent avoir une emprise finalement sur comment ça se passe à la ville de Sherbrooke. On va changer un peu de domaine, de sujet. On va parler d'une proposition que vous avez mis de l'avant. Vous avez proposé au conseil municipal de suivre l'exemple de la ville de Granby et de Trois-Rivières et de permettre dans des cadres prédéfinis comme des repas ou des parties sportives la consommation d'alcool dans certains parcs. Quel objectif vous visez derrière cette proposition-là? Ben moi, pour vrai, c'est pas le combat de ma vie, là, ça. Là. C'est juste comme que le monde le font déjà. Il y en a plein qui le disent là, sur les réseaux sociaux. Ben moi, ça m'arrive de prendre une bouteille de vin. Je le fais discrètement. Puis, tu sais... fait que j'ai donné l'exemple des poulaillers. Là. Il y avait déjà plein de monde qui élevait des poules en milieu urbain avant. Puis, un moment donné, ben ils ont essayé d'aller voir la ville et leur dire, ben on peut-tu comme légaliser ça, s'il vous plaît? Au début, la ville a dit, ben de toute façon, pour l'instant, on vous tolère parce que tant que vous dérangez pas, tant que vous n'avez pas de plainte de vos voisins, il n'y a pas de problème. Mais là, tu sais, mettons que tu veux te partir des poules, là, puis t'es là comme moi, ben là, je sais pas, moi, si mes voisins vont se plaindre, là, je sais, tu sais, je suis pas à l'aise, fait que je le ferai pas. Tu vis tout le temps avec une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Je vais-tu me faire pogner? Puis le règlement dit que j'ai pas le droit de faire, mais en même temps, de l'autre bord, on me dit que c'est toléré. Fait que là, je fais quoi, là, tu sais? Fait que moi, c'est juste que... Moi, c'est vraiment plus dans une perspective que j'adore les parcs dans la vie. Je trouve qu'on a des super beaux parcs à Sherbrooke. Il n'y a rien que je trouve plus agréable que de faire un pique-nique dans un parc, une belle journée d'été. Tu sais, j'aime ça. Puis, je trouve qu'on ne le fait pas assez. Je trouve qu'on devrait utiliser plus nos parcs. Je trouve que le monde, il se prive d'un plaisir incroyable de profiter du plein air de nos parcs, tout ça. Fait que je me dis que si on pouvait faire légalement ce qui est déjà fait, mais seulement toléré, que quand tu fais un pique-nique, ben en même temps, t'apportes, je sais pas moi, ta bouteille de vin de la halte des pèlerins que tu viens de t'acheter avec ton fromage de Saint-Benoît-du-Lac, puis là, ben, tu dégustes ça au domaine Howard sur une belle nappe carottée, tu sais, c'est comme... Je vois pas il est où le problème. Mais là où les gens ont des craintes, puis c'est pas un débat que j'aborde puis que tout le monde, tu sais, des fois, il y a des choses qui étaient là comme là, ça, là, tout le monde va être d'accord avec moi. Ça, ce sujet-là de l'alcool dans les parcs, je le sais que c'est pas tout le monde qui est d'accord. Les craintes, c'est vrai qu'après ça, tu sais, je me dis, moi, j'ai un parc à 2 maisons de chez moi, là, le parc Marie-Victorin. Tout ce qu'il y a dans ce parc-là, c'est des jeux d'enfants. Bon, c'est peut-être pas le bon spot pour aller déguster ta bouteille de vin. C'est peut-être mieux d'aller justement au domaine Howard, au parc Jacques-Cartier, au parc Blanchard, au parc Victoria, je sais pas. Fait que déjà là, ça, je comprends ça, que les gens veulent pas nécessairement que ce soit proche des parcs qui sont vraiment dédiés uniquement aux jeux d'enfants. Puis l'autre crainte que les gens ont, c'est est-ce qu'on va pouvoir quand même réprimander les gens qui sont ivres sur la voie publique. Mais tu sais, je sais pas si vous êtes déjà allé en France, mais tu sais, en France, ce qu'on aime de la France quand on va là comme touriste, c'est justement le fait que tu peux boire du vin sur le bord de la Seine ou, je sais pas, quelque chose comme ça, puis... t'as pas le droit d'être ivre sur la voie publique en France. Si t'es ivre sur la voie publique, tu vas avoir une amende puis tu vas être contrôlé. Fait qu'il faut juste trouver la manière. Puis nous, c'était ça notre proposition, c'est comme de demander aux services juridiques, pouvez-vous évaluer puis nous revenir avec un dossier pour nous dire, bon, si vous prenez cette décision-là, voilà comment ça se passe. Si vous prenez telle autre décision, voilà comment ça se passe. Puis le problème, c'est que, bon, vu que ça venait de Sherbrooke-Citoyen, vu que ça venait de moi, comme pas mal de choses qui viennent de nous, ça a tout simplement été
balayé du revers de la main. Fait que pour moi, c'est juste une illustration de comment on est dans un système à deux vitesses. Là. Il y a la vitesse que quand t'es l'ami du maire, tu passes plus vite. Puis il y a la vitesse de quand t'es catégorisé comme un adversaire, prends ton mal en patience. Vous avez passé d'ailleurs cette proposition-là dans un sondage que vous avez fait. Les résultats étaient quand même bons, là, si je ne me trompe pas. Oui, effectivement. Je dirais que, à vue de nez, à peu près 80% du monde là, sont assez favorables à ce qu'on permette la consommation, mais de façon contrôlée. Fait que pas de contenant de verre dans certains parcs. Puis à l'occasion d'un repas. Tu vas pas juste boire ta caisse de 24. Là. tu prends un repas, puis en même temps, tu consommes si tu veux quelque chose à boire. Là. Puis vous visiez justement des parcs là, plus urbains comme le parc Jacques-Cartier, le parc Blanchard, la place de la Cité. Je présume justement c'est pour éviter qu'il y ait des enfants ou que ce soit dans un contexte qui est moins favorable. Je pense que c'est bon des fois d'y aller par étapes. Fait que de commencer avec les parcs qui sont catégorisés comme parcs urbains dans notre plan directeur des parcs, ça nous permet d'aller vers des parcs qui sont plus à destination de pique-niques et de réunions familiales et de rencontres sociales. Fait que je trouvais que c'était une bonne première étape. Puis après un certain nombre d'années, si jamais on trouve que, ça va bien ou ça va pas bien, on réajuste le tir. Vous avez justement dit à la tribune concernant ce dossier-là que politiquement, ce ne sera pas facile de faire ça, en sous-entendant que des collègues conseillers seraient opposés au projet. Est-ce que vous pensez que ça va être difficile d'obtenir une majorité pour cette proposition-là? Je pense pas qu'elle va jamais être étudiée. OK. Parce que c'est aussi simple que ça. Là. Je veux dire, nous, ce qu'on demandait, c'était juste d'en discuter, puis ça n'a même pas été accepté. Fait que je pense pas qu'ils vont se rendre à un moment où est-ce qu'ils vont être obligés de se positionner publiquement, mes collègues, à ce sujet-là. Tu sais, il y a des enjeux dans la vie, là. L'alcool, c'est touché. Le cannabis, c'est touché. Moi, j'ai eu quand même une couple de citoyens qui m'ont dit « Regarde, moi, je consomme du cannabis dans la vie, là, puis aux dernières nouvelles, c'est légal, le cannabis. Mais là, c'est interdit partout. Mais est-ce que vous voyez vraiment, vous, un élu conseiller à l'hôtel de ville dire « Hey, tout le monde, faut vraiment qu'on permette la consommation de cannabis. Tu sais, c'est dans plus d'endroits, puis dans les parcs. Puis, hey, là, je veux dire, fait que ce qui se passe, là, vous remarquerez, personne parle du cannabis là, à l'hôtel de ville. Là. Le débat n'a pas eu lieu. Ils nous sont arrivés avec une proposition. Ça a été bing-bang accepté. Il y a eu 2-3 personnes qui ont fait comme, je nous trouve un petit peu sévère, mais bon, essayons comme ça, puis on verra. Le monde n'ose pas parler parce que c'est le genre d'enjeu où tu as un peu tout à perdre. Fait que, mais je pense qu'il y a peut-être un peu de ça dans la proposition d'alcool dans les parcs. Moi, ça me dérange pas de montrer au monde, OK, oui, c'est un enjeu délicat, mais je suis pas là juste pour parler des enjeux faciles. Je suis là aussi pour parler des enjeux délicats, puis j'aime mieux vous montrer que j'ai une opinion que de juste comme me taire puis faire attention puis genre que rien avance jamais. Là. En parlant d'enjeux délicats, justement, on parlait d'un enjeu qui a fait beaucoup la manchette, le budget municipal 2019. Vous avez voté contre le budget 2019. D'abord, avant de passer, à rentrer plus en détail dans les détails, quel élément a retenu votre attention? Qu'est-ce qui vous a amené à être dissidente, au grand déplaisir d'ailleurs du maire Lucier? Ce qui m'énerve le plus, moi, dans les budgets, c'est qu'on regarde juste les colonnes de dépenses. Puis, on a des nouveaux outils fiscaux qui ont été mis à notre disposition. Puis là, je sais que, je veux dire, je suis un peu un extraterrestre, moi, à triper sur ce genre de sujet-là, mais je rappelle au monde que je suis économiste, fait que, genre, moi, ça me fait triper ces idées-là, là. De voir comment est-ce qu'on peut modifier notre manière d'aller chercher des revenus auprès des gens, puis que ça fasse en sorte qu'on puisse leur offrir des meilleurs services de l'autre côté des dépenses. Fait que je trouve que, tu sais, je veux dire, on a dû passer facilement 90% du temps sur la colonne dépenses, puis si on a passé 10% du temps sur la colonne revenus, c'est bon. Hein? Et c'est d'ailleurs pour ça que j'arrête pas de réclamer, puis je reviens, puis je vais continuer à revenir là-dessus, parce que je suis persévérante, sur la commission des finances. Une commission des finances, c'est un endroit où on peut réfléchir sans être pressé par le temps il faut adopter un budget dans un mois, il faut absolument le boucler. C'est comme de façon continue, on réfléchit à nos finances et on réfléchit, entre autres, du côté des revenus. Fait que je trouve qu'il y aurait moyen d'aller beaucoup plus loin de ce côté-là.
les deux gros, pour moi, là, côté budget puis finance, les deux grosses choses qu'il faut améliorer, c'est revoir notre façon d'aller chercher des revenus. Parce que là, pour l'instant, c'est juste la taxe foncière. Dès qu'on a un manque à gagner, on augmente la taxe foncière de temps, puis ça finit là, notre niveau de réflexion, ou à peu près. Fait que, côté revenus. Puis l'autre gros enjeu, c'est la manière d'adopter le budget. Le processus, la participation. En fait, ironiquement, l'ancien maire de Sherbrooke, je pense qu'il avait fait son doctorat sur les budgets participatifs au Brésil ou quelque chose comme ça. Là. Ça ressemblait à ça. Puis, tu sais, il y aurait tellement moyen de faire de quoi de le fun avec les gens. Puis moi, je suis persuadée que quand tu fais un processus participatif côté élaboration du budget, ça facilite tout le reste de l'année. Là. Les gens, ils comprennent pourquoi, OK, regardez, le déneigement, on n'a pas le contrôle. Ou bien, vous voulez plus de déneigement, mais OK, mais d'abord, il faut augmenter, là, on peut pas, ça, tu sais. Fait que quand les gens comprennent, quand ils peuvent se projeter dans ton rôle à toi d'élu, ils comprennent les décisions que tu prends, puis ils sont beaucoup plus compréhensifs, puis sont en mode solution. Ils sont en mode recherche de solution. Fait que je pense qu'il y a beaucoup mieux à faire. Pour l'instant, tout ce qu'on fait, c'est qu'on s'enferme pendant 4 jours à l'hôtel de ville. Puis, en fait, non. Comment ça se passe, le budget en ce moment? C'est le comité exécutif s'enferme pendant plusieurs heures et regarde dépense par dépense. Là, il arrive avec une proposition aux autres élus. Ben, ils sont 4 élus sur le comité exécutif. Fait que là, ils présentent ça aux 11 autres élus. Puis là, ils disent, regardez, nous, c'est ça qu'on propose. Puis là, ben, les autres élus regardent ligne par ligne, puis ils font comme, je changerais ça. Ah, telle dépense que vous avez refusée, moi, je l'aurais acceptée. Ou bien telle que vous avez acceptée, on n'est peut-être pas obligé de la faire cette année. Et c'est ça le niveau de réflexion que moi, je trouve beaucoup trop en surface. Puis c'est pendant 4 jours, c'est renfermé. Il n'y a personne qui comprend pourquoi on prend telle ou telle décision. Puis après ça, on sort en public, puis bing bang, c'est adopté. T'sais. Fait que nous, on a parlé. En termes de transparence, il y a une question. Là, c'est que moi, j'explique ça par le fait qu'à l'époque où la démocratie municipale a été inventée, il y avait un niveau de scolarisation quand même très faible dans la population. T'sais. Les gens, ça se peut très bien que les gens ne comprenaient pas grand-chose à ces affaires-là. Mais aujourd'hui, les gens, la plupart des gens ont un bon niveau de scolarité. Ils savent pas mal tous lire, ou à peu près, puis quand tu leur expliques, quand tu prends le temps de leur expliquer les choses, ils les comprennent, puis ils sont capables d'aller plus loin avec toi. Fait que je trouve qu'il faut qu'on adapte notre modèle démocratique à la réalité de la population de 2019. Fait que chez Sherbrooke Citoyen, on a proposé qu'il y ait des consultations prébudgétaires. Il y avait une proposition similaire aussi au Renouveau Sherbrookois. Il y avait 2 personnes qui étaient derrière ces idées-là aussi, qui sont actuellement élues. Fait que, mais là, le problème, c'est que c'est la priorité de personne, à part nous, là, chez Sherbrooke Citoyen, qu'on revient tout le temps là-dessus. Mais j'ai pas entendu beaucoup là, d'autres élus réclamer qu'on modifie là, le processus d'adoption du budget dans une perspective d'inclusion de la population, puis d'explication, puis pédagogique. Puis, fait que ça se fera pas. À moins que, je veux dire, je peux pas être toute seule à nager dans cette direction-là, sinon ça n'arrivera pas. Alors même que la commission sur les finances, ben ça existe dans la majorité des villes de pareille taille à Sherbrooke. Là. Effectivement. Je veux dire, puis pour moi, s'il y a bien un sujet qui est important, c'est celui-là, parce que en environnement, tu as beau avoir les meilleures idées du monde, mais si tu n'as pas les moyens pour réaliser tes idées, tu n'iras pas loin. J'aimerais revenir sur ce que Vincent Boutin et Pierre Tremblay, vos collègues, ont avancé à la suite de la publication du budget. Ben, d'abord, ils ont dénoncé l'absence de vision du budget qui se centre trop sur la quasi-indexation des taxes, alors que d'autres conseils municipaux dénoncent l'augmentation, eux, des dépenses. On se retrouve face à une situation où certains veulent une augmentation des dépenses pour pourvoir à plus de services et d'autres souhaitent une diminution des dépenses. Est-ce que d'abord vous trouvez qu'on a une vision à long terme dans le budget, et deuxièmement, où vous vous situez par rapport à l'augmentation des taxes, fournir plus ou au contraire limiter le poids que les contribuables auront d'imposer sur eux?
Je pense que plusieurs personnes s'entendront pour dire qu'il y a un manque de vision. Je ne suis pas la seule à le dire. Je veux dire, posez-vous la question, c'est quoi l'objectif du conseil municipal actuel? C'est quoi l'objectif du maire? C'est quoi la vision du maire? C'est vers où qu'on s'en va? Je veux dire, c'est difficile de savoir, de répondre à cette question-là. À date, là, on a eu 2 budgets. Le premier budget, c'était un gel de taxes parce que ça avait été promis pour se faire élire. Le maire avait promis ça pour se faire élire parce que c'est donc bien populaire promettre un gel de taxes. Puis l'année d'après, ben qu'est-ce qu'on a fait? On a augmenté les taxes du double de ce qu'on... Tu sais, je veux dire, on a comme sauté une année, puis après ça, on s'est rattrapé. Fait que ça a été ça. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu une vision? Est-ce qu'on peut dire que... Est-ce qu'on sait où est-ce qu'on s'en va? Je pense que c'est évident qu'on on ne sait pas. Là. Moi, je ne le sais pas vers quoi on s'en va au prochain budget. Déjà, ils ont commencé à nous en parler là, du prochain budget. Mais mon Dieu, que le niveau de réflexion est trop superficiel. Là. Puis le problème, c'est que quand tu as un manque de leadership, quand tu as un manque de vision... ça devient difficile pour les autres de savoir qu'est-ce qu'on fait, vers où on s'en va. Fait que là, tout le monde est un peu chacun pour soi, puis tout le monde sort une idée de son chapeau en disant comme « Moi, j'ai la solution unique. » Je sais pas où est-ce qu'on s'en va avec le prochain budget. J'en ai aucune idée. Mais en même temps, juste le manque là, de valoristes, là, c'est l'équivalent de 2% de taxes. Fait que... Juste ça. Mais là, sûrement qu'ils vont nous arriver en disant comment on a des sources de revenus surprises, etc. Ça va être correct. Ou... Je sais pas. Peut-être que c'est ça qu'ils vont faire. Peut-être que ça va être de dire on n'a pas le choix d'augmenter les taxes, mais je sais pas. Puis de toute façon, c'est pas comme... J'ai pas vraiment l'impression que mon opinion leur importe tant que ça dans la balance, malheureusement. Mais... L'important, c'est que la population, elle, ils trouvent ça important, finalement, le travail qu'on fait, là, le travail qu'on fait chez Sherbrooke Citoyen. Fait qu'on va continuer de le faire. Justement, en parlant de Sherbrooke Citoyen, avec la dissolution du Renouveau Sherbrookeois, le débat a repris sur l'utilité des partis politiques au conseil municipal. Votre réponse dans les médias à ce débat était d'abord de souligner la différence qui sépare le Renouveau Sherbrookeois de votre parti Sherbrooke Citoyen, comme étant donc 2 dossiers séparés. Pour vous, quelle est la différence entre ces 2 partis politiques-là? C'est la même différence qu'il y a entre, disons, Projet Montréal et les autres partis politiques qu'il y a à Montréal, si vous suivez un peu la scène à ce niveau-là. Historiquement, les partis politiques au niveau municipal, puis moi-même, là, j'ai déjà dénoncé ça dans le passé, les partis politiques, c'est une personne qui rassemble une couple d'autres personnes, puis qui se disent « OK, nous, on présente une équipe, puis... ça va être l'équipe, exemple, l'équipe Denis Coderre. Fait que là, dans le fond, c'est du monde qui se rassemble autour d'un individu plutôt que de se rassembler autour d'idées. Puis ce que ça fait, ces partis-là, d'habitude, la preuve que c'est un parti d'individus plutôt qu'un parti d'idées, c'est quand le parti meurt lors du départ du chef. C'est un peu ce qui s'est passé avec le Renouveau. C'est ce qui s'est passé avec l'équipe Denis Coderre. C'est ce qui s'est passé avec presque... Tu sais, les gens... Je comprends, moi, les gens qui ont des craintes par rapport aux partis politiques, au municipal, parce que ce qu'on a connu dans le passé, ça a été beaucoup ça. Très décevant. Nous, ce qu'on essaie de montrer aux gens, c'est que ça devrait être un vrai parti politique au municipal, c'est-à-dire un parti qui se rassemble autour d'idées, de valeurs, de principes, qui propose quelque chose, puis que même si un individu part, le parti survit par la force de ses idées puis par l'importance aussi des militants. Tu sais, les gens les voient pas tout le temps, mais chez Sherbrooke Citoyen, il y a plein de monde là, qui sont là puis qui se battent pour ces idées-là puis qui suivent le conseil municipal, qui sont sur les réseaux sociaux, etc., etc. Fait que c'est la différence entre un parti d'idées composé de militants puis de militantes puis une machine électorale au service d'un individu ou de plusieurs individus, finalement. Fait que c'est un peu ça que j'essaie de démontrer.
Ben, écoutez, j'ai une question parce que les partis politiques au niveau municipal, c'est quelque chose de très méconnu. Là. On sait qu'au provincial et au fédéral, on a le concept, ce qu'on appelle la ligne de parti, qui est à dire que si un parti vote quelque chose sur un projet de loi en particulier ou pense quelque chose, ben, l'ensemble des députés vont aller dans ce sens-là. Est-ce qu'au niveau municipal, ou dans le cas de Sherbrooke Citoyen plus spécifiquement, est-ce qu'on retrouve à peu près le même concept qui contraint les individus qui font partie donc du parti à voter tous dans le même sens? OK. La ligne de parti, c'est quelque chose qui a été beaucoup démonisé et souvent avec raison. Je vous donne un exemple. Je ne sais pas si les gens vont s'en rappeler, mais mettons au Parti québécois. Au Parti québécois, là, les gens ont tout un programme. Il y avait tout un programme, là, plein d'idées, nanana, l'indépendance surtout, qui était le plus important. Tu sais, je veux dire, la ligne de parti au Parti québécois, c'est tu vas pas au Parti québécois si tu veux pas que le Québec soit un pays. Sinon, t'es peut-être mieux d'aller dans un autre parti, tu sais. C'est une ligne de parti, là, ça. Mais là, en 2011, si je me rappelle bien, ils ont décidé qu'ils appuyaient la construction du Colisée de Québec, là, 400 millions. Mais là, ils ont imposé la ligne de parti. Oui. Mais il n'y avait pas rien dans leur programme politique qui disait vous devez voter pour un éventuel Colisée à Québec de 400 millions. Là. C'est pas quelque chose qui avait été choisi démocratiquement par les membres du Parti québécois. Fait que là, pour moi, elle a la frontière à ne pas franchir. Ce qui est écrit dans le programme, quand tu t'engages en tant que candidat, c'est parce que tu adhères à ce qui a été voté démocratiquement par l'ensemble des membres. Fait que tu devrais... Tu prends l'engagement de défendre les idées du programme politique. Donc, tu prends l'engagement de défendre la ligne de parti, entre guillemets. Mais tout ce qui est au-delà du programme, il ne devrait pas avoir de ligne de parti. Fait que pour nous, chez Sherbrooke Citoyen, c'est comme, si t'es pour l'environnement, si t'es pour la transparence, la participation citoyenne, viens-t'en. Si t'es pas pour ça, non merci. Va dans un autre parti ou présente-toi comme indépendant, tu sais. Fait que pour moi, c'est ça, la ligne de parti chez Sherbrooke Citoyen se limite aux grands principes, grandes valeurs de notre programme. Puis, tu sais, des fois, il y a certaines idées dans le programme que les gens peuvent dire, moi, telle idée, là, je suis pas à l'aise, puis c'est pas grave, tu sais, ils le disent en partant, puis ils seront investis pour être candidats de Sherbrooke Citoyen s'ils veulent l'être malgré tu sais, une divergence sur un élément de programme, ça, pour ma part, il n'y a pas de problème, mais si la participation citoyenne puis l'environnement t'intéresse pas, t'es peut-être mieux d'aller chercher un autre parti. fait que c'est sûr que quand il arrive un projet difficile à l'hôtel de ville, imaginons un hôtel de ville où il y a une majorité de membres de Sherbrooke Citoyen, puis que là, on travaille fort à faire passer, je sais pas moi, quelque chose, une grosse réforme du réseau de transport en commun pour le rendre plus performant, on s'attend à un appui des gens qui ont été élus en faisant la promotion du transport en commun. Là. Fait que c'est un peu comme ça que j'essaierais de résumer. Fait que autrement dit, on s'attend à ce que les gens suivent certaines valeurs de base, mais après ça, pour tout ce qui est à l'extérieur du programme politique, les gens devraient pouvoir voter selon leur libre conscience. Parce que justement, c'est un des arguments que Steve Lucier ressortait. Selon lui, on bénéficie, là, je le cite, à 100% d'avoir des conseillers qui sont uniquement indépendants, sous-entendant que, puisque vous êtes dans Sherbrooke Citoyen, vous n'êtes pas indépendante, qu'il y a des gens autour de vous vous disent quoi voter, quoi faire. J'aimerais d'abord vous entendre sur cette affirmation-là, mais aussi, c'est quoi les avantages concrets d'avoir un parti au municipal? Pour la première partie de ta question, c'est pas parce qu'on est candidat indépendant qu'on est indépendant dans la vie. Tout le monde sait qu'il y a une clique, là. Il y a clairement une clique à l'hôtel de ville. Puis, tu sais, il y a bien du monde. Je veux dire, s'il était vraiment indépendant, des fois, il appuierait mes idées. Fait que, mais là, c'est pas comme des fois, j'appuie les idées d'Evelyne et de Sherbrooke Citoyen, des fois, j'appuie les idées du maire, des fois ci, des fois ça. Tu sais, c'est comme très souvent, il y a eu vraiment comme un bloc, là. Tu sais, là, quand on parle d'un bloc d'indépendants, c'est plus difficile de parler de véritable indépendance. Puis c'est ça. Moi, je trouve que c'est un peu insidieux, là, tu sais, de relier indépendance puis ton statut d'indépendant, là. Fait que finalement, pour cette partie-là, je trouve que de dire que c'est totalement indépendant, que les gens qui sont indépendants sont totalement indépendants, j'ai plus de misère à le croire, là, d'une part. Puis il faut juste être honnête, là, c'est juste ça le constat. Puis de l'autre côté, les avantages d'un parti politique, c'est premièrement,
mettons que vous, monsieur Antoine Forcier, vous avez une idée, quelque chose au municipal dont vous voulez faire la promotion. Vous pouvez soit aller directement à l'hôtel de ville, essayer de le faire cheminer en mode un peu confrontation, puis des fois, ça peut fonctionner. Ou vous pouvez dire, OK, ben moi, je trouve ça important, la participation citoyenne, c'est là-dessus que je veux travailler, je vais militer chez Sherbrooke Citoyen. Fait que là, vous pouvez, à l'intérieur d'un parti, participer, puis influencer, puis m'influencer moi en tant qu'élu. Vous pouvez choisir, ça va être qui les candidats à la prochaine élection dans chacun des districts. Vous pouvez voter pour le chef. Vous pouvez essayer d'influencer. Vous avez un contact direct avec un futur candidat ou une future candidate à la mairie, éventuellement. Vous pouvez essayer de faire en sorte que cette personne-là soit élue. Fait que il y a un espace démocratique ultra intéressant pour les citoyens et citoyennes qui veulent travailler à faire des propositions, à monter des dossiers, essayer de faire élire des gens auxquels ils croient. Donc, ça, pour moi, c'est intéressant. Puis surtout, ça donne une vision claire qui a été élaborée sur des années, plutôt que... Je l'ai fait, moi, là, être candidate indépendante en 2013. Là. Tu commences à penser à ton programme politique en janvier-février de l'année électorale pour novembre. Tu te dis, bon, ben, je vais mettre ça, mais tu essaies de mettre surtout des trucs qui ont rapport à ton district. Tu vas être moins dans une vision globale de toute la ville. Fait que, tu sais, pour vrai... Je trouve que, puis pour avoir fait les deux, là, je veux dire, mon programme politique de 2013 était vraiment moins bon que mon programme politique de 2017, qui avait été construit en 2017 avec plein de militants puis de militantes, d'autres candidates, puis que depuis la dernière élection, là, on fait juste comme le peaufiner, l'améliorer, puis ça perdure dans le temps. Fait que quand on arrive au pouvoir, ce qu'on espère, là, tu sais, que ça va arriver, tu sais, que Sherbrooke Citoyen va pouvoir avoir une plus grande influence à l'hôtel de ville, bien là, on a une vision claire, on a une direction. Fait que tout le monde s'enligne ramé dans une direction qu'on veut ambitieuse pour Sherbrooke. Puis, quand tu as un objectif, tu as plus de chances de l'atteindre. Là, pour l'instant, tout le monde rame un peu n'importe où. On ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. Puis là, en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment à l'hôtel de ville qui sont des pertes de temps parce que c'est des choses qui auraient dû se régler dans un parti politique. Tu sais, élaborer un programme politique, c'est du travail qui se fait en parti politique. Mais là, on essaie de pseudo-élaborer un programme avec du monde qui ont des visions totalement différentes, des objectifs différents, puis ça marche pas vraiment. Puis là, ben, fait qu'on en fait plus, puis là, on multiplie des réunions où est-ce qu'on jase du fait qu'on parle, puis que... Fait que... C'est ça. Je pense que avoir un parti politique à l'hôtel de ville, dans l'opposition, ça rend l'opposition vraiment plus efficace, d'une part, parce qu'on a des moyens. J'ai 2 personnes avec moi, on est les 3 à tout le temps comme documenter, aller plus loin. Puis ça me permet de, tu sais, je veux dire, ce que vous voyez de moi à l'hôtel de ville, j'arrive à être comme ça parce que j'ai une super équipe avec moi, puis il y a le parti, puis là, tu sais, je veux dire, on a nos événements, puis on s'alimente, puis tu sais, c'est la force du nombre, là, finalement. Là. Fait que c'est ça que vous voyez de moi à l'hôtel de ville. Tu sais, les gens pensent que je suis seule, mais je suis juste à la pointe de l'iceberg. Fait que dans l'opposition, c'est plus efficace. Puis, une fois au pouvoir, ben c'est une direction claire, c'est des orientations, puis c'est comme t'arrives, puis tu dis à l'appareil, bon, regardez, on s'en va dans cette direction-là, on veut être une ville plus verte, on veut être plus transparent. Fait que je vous donne, je sais pas moi, 2 mois, vous me revenez avec un plan de match, OK, tel service, je vais vous me revenir avec un plan de match pour telle affaire. Quand est-ce que ça arrive, ça, dans la situation actuelle? Là? On est tellement à des années-lumière de ça. Là. On est tellement pas dans ce mode-là en ce moment. C'est décousu, c'est déconstruit. Ça tire dans tous les sens. On comprend pas ce qui se passe. Les séances du conseil municipal, ça vous donne, encore une fois, la pointe de l'iceberg de tout le fouillis un peu que ça crée d'avoir un manque de leadership et de vision à l'hôtel de ville. Donc, un parti, ça permet de fédérer donc les forces et fédérer des citoyens ensemble, mais c'est aussi une façon de stimuler l'intérêt pour la politique municipale, je présume? Totalement. En fait, moi, ça, c'est tout le temps le plus beau compliment que les gens peuvent me faire. Une fois de temps en temps, là, je croise des gens qui me disent hey, moi, le municipal, ça m'intéressait pas pantoute avant, mais là, crème, je te vois aller, puis je trouve ça le fun, puis là, je suis rendue, que je te suis, puis ça, c'est le plus beau compliment qu'on peut me faire. Tu sais,
c'est de montrer que finalement, il y a quelque chose là au municipal. Là. Il est là, il faut juste qu'on se penche, puis qu'on le prenne, puis qu'on le porte, puis qu'on l'amène plus loin. T'sais. Fait que je pense que les gens sont en train de réaliser qu'il y a un terrain de jeu extraordinaire, que tout le monde peut se mettre de la partie si ça leur tente. Fait que oui, je pense qu'un parti politique, ça assume... Moi, j'adore la politique. Je parle à des étudiants en politique, fait que je devrais... Mais... La politique, on en parle souvent comme quelque chose de sale, de mauvais, de décourageant. Puis moi, c'est ce découragement-là qui m'a poussée à me lancer en politique. T'sais. C'est quand je voyais de quoi qui m'écœurait que je suis comme, ben voyons donc, c'est pas vrai qu'on va les laisser faire. Puis là, je me suis dit comme, OK, go, genre j'y vais, puis j'essaye de changer les choses qui m'écœurent. Fait que je pense que c'est ça qui est beau en politique, là. C'est que tu peux changer les choses, là. C'est ça la démocratie. Là. On n'est pas dans un système où est-ce qu'il faut qu'on subisse le parti au pouvoir puis qu'on peut pas rien faire. Là. On peut décider du jour au lendemain. Je veux dire, on l'a fait. Là. On a créé un parti. Du jour au lendemain, on a rassemblé du monde. On l'a fait. On a créé un parti. Aujourd'hui, il y a une élue. Puis aux prochaines élections, on ne sait pas combien il va en avoir, mais on espère qu'il va en avoir plein. Fait que c'est possible. Fait que c'est ça qui est beau, là. Si ça nous tente d'amener les choses plus loin, on pourrait le faire. On pourrait protéger plus de milieux naturels. On pourrait essayer de mettre tout en place pour améliorer la qualité de l'eau. On pourrait améliorer notre système de transport en commun. Il suffit juste qu'on choisisse, tu sais, de s'en aller dans cette direction-là. Fait que si on a des partis politiques motivants, stimulants, convaincants, que le monde embarque, ben, je veux dire, après ça, on va pouvoir ramener Sherbrooke là où on veut l'amener, une ville verte, une ville, tu sais, que tout le monde va pouvoir regarder en se disant comme, wow, Sherbrooke, il se passe de quoi à Sherbrooke, tu sais. Genre, c'est là que je veux être, là, c'est là que ça se passe, c'est à Sherbrooke que ça se passe. C'est sur ces mots d'espoir que j'aimerais vous remercier, Mme Baudin, d'avoir accepté de donner cette entrevue-là. C'était super intéressant. Oui. De notre côté, on va aller en courte pause musicale. Et au retour, on va parler de la crise des opioïdes qui frappe actuellement l'Ouest canadien. Et par la suite, on va parler de la SPS qui a 2 nouvelles priorités dans son champ d'action. On vous invite à rester en onde pour ce moment. Et pour le moment, on va aller en pause promotionnelle.